À seulement 6 ans, Théo Curin a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes après une méningite foudroyante. Pour beaucoup, une telle épreuve aurait pu signifier la fin d'une vie normale. Mais lui, au lieu de disparaître dans l'ombre de son destin, aurait choisi la lumière, celle du courage, de l'amour et d'un sourire capable de bouleverser des millions de personnes. À partir de ce jour-là, l'histoire de Théo Curin ne ressemble plus à une simple biographie, mais à une scène impossible à regarder sans avoir la gorge serrée. Il n'a que 6 ans lorsqu'une méningite à méningocoque frappe son corps avec une violence foudroyante. Cette infection peut évoluer très vite, parfois en quelques heures, et menacer la vie avant même que la famille ait eu le temps de comprendre ce qui arrive. Dans le cas de Théo, la maladie aurait provoqué des complications terribles. Le sang circule mal, des caillots se forment, certains tissus se nécrosent et les médecins se retrouvent face à une décision que personne ne voudrait jamais entendre. Pour sauver l'enfant, il faut amputer les 2 bras, les 2 jambes. Imaginez le silence dans une chambre d'hôpital, ce moment où les parents comprennent que leur fils va survivre, mais qu'il ne sera plus jamais le petit garçon qui courait, attrapait, jouait et se levait comme avant. 2 lectures s'opposent alors dans le regard du public. Pour certains, cette épreuve aurait pu enfermer Théo dans une vie de dépendance, de peur et de colère, comme si le destin lui retirait toute possibilité d'avenir. Pour d'autres, au contraire, c'est précisément à cet instant que commence la véritable histoire. Non pas celle d'un corps brisé, mais celle d'un enfant qui va devoir réinventer chaque geste, chaque repère, chaque façon d'exister. Après l'opération, Théo ne perd pas seulement ses membres. Il perd aussi la facilité invisible que beaucoup ne remarquent jamais. Se tourner dans un lit, saisir un objet, se déplacer, manger, se présenter au monde sans sentir les regards s'arrêter sur lui. Il doit apprendre à vivre dans un corps que la société regarde souvent avant de regarder la personne. Et c'est peut-être là que se trouve le premier choc de son parcours. Théo n'a pas seulement affronté une maladie, il a dû affronter le miroir, la curiosité des inconnus, les questions maladroites, les silences gênés, parfois même la pitié. Pourtant, selon ceux qui suivent son histoire depuis des années, il n'aurait jamais voulu être réduit à une image de victime. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Ce serait injuste de raconter son histoire comme un conte héroïque, sans fatigue, sans larmes, sans peur. Le véritable courage n'est pas de sourire parce que tout va bien. Le véritable courage, c'est parfois de sourire alors que tout a changé. Sa famille, notamment ses parents, aurait joué un rôle immense dans cette reconstruction. On peut imaginer des jours de rééducation, des gestes répétés jusqu'à l'épuisement, des petites victoires qui, pour un autre enfant, seraient passées inaperçues, mais qui, pour lui, représentaient une conquête. Se tenir, avancer, accepter l'aide sans perdre sa dignité. Chaque étape devient un combat intime. Et ce combat, Théo va peu à peu le transformer en force. Non pas une force spectaculaire fabriquée pour les caméras, mais une force plus discrète, celle qui permet de se dire « Je suis encore là, et ma vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit de moi ». Le public ne regarde pas seulement un jeune homme amputé des 4 membres. Il regarde quelqu'un qui refuse que la douleur ait le dernier mot. Et dans une époque où l'on parle de bonheur comme d'une image parfaite, son parcours pose une question dérangeante. Si un enfant à qui l'on a retiré tant de choses peut encore chercher la lumière, alors qu'est-ce qui nous empêche de regarder autrement nos propres blessures? Mais ce que beaucoup découvrent plus tard, c'est que Théo Curin ne s'est pas contenté de survivre. Il a choisi un terrain où personne ne l'attendait vraiment, l'eau. Théo s'est construit dans le sport, et plus précisément dans la natation handisport. Là encore, 2 façons de lire son parcours apparaissent. Certains y voient une histoire presque miraculeuse. Un garçon privé de ses 4 membres qui trouve dans la piscine un espace de liberté, de compétition et de dépassement. D'autres préfèrent une lecture plus réaliste, moins romancée. La natation n'efface ni le handicap, ni les douleurs, ni les doutes. Elle devient plutôt un outil, un langage, une discipline à travers laquelle Théo apprend à reprendre possession de son corps. Dans l'eau, les règles changent.
Le regard des autres se brouille. Le poids du corps disparaît en partie. Ce qui semblait impossible sur Terre peut soudain devenir mouvement, rythme, respiration. Et c'est précisément cette image qui bouleverse. Théo, que beaucoup auraient imaginé limité, immobile ou dépendant, se met à avancer là où d'autres abandonnent. Il participe à des compétitions internationales, devient une figure marquante du sport adapté et impose peu à peu une présence qui ne demande ni compassion, ni applaudissements faciles, mais du respect. Car derrière chaque course, il y a des heures d'entraînement, des douleurs musculaires, des doutes, des comparaisons, et cette pression sourde d'être regardé comme un exemple alors qu'il reste simplement un jeune homme avec ses forces et ses failles. C'est peut-être l'un des aspects les plus puissants de son image publique. Théo ne semble pas chercher à paraître invincible. Au contraire, ce qui touche les gens, c'est sa manière de parler de son corps avec franchise, parfois avec humour, sans se cacher, mais sans transformer chaque mot en leçon de morale. Il ne dit pas au monde « Regardez comme je suis extraordinaire ». Il semble plutôt rappeler que l'extraordinaire peut naître d'une vie que l'on croyait condamnée à rester ordinaire dans la souffrance. Et pourtant, autour de lui, les commentaires ne se limitent pas au sport. Avec le temps, le public commence à s'intéresser à l'homme derrière l'athlète, ses rêves, ses peurs, son rapport à l'amour, son avenir. Certains admirateurs se demandent comment il a trouvé cette sérénité. D'autres, plus curieux, cherchent à savoir qui partage sa vie et ce qu'il espère construire. C'est là qu'un détail, souvent évoqué mais rarement abordé avec nuance, commence à intriguer. Ce bonheur que beaucoup pensaient inaccessible pour lui ne serait peut-être pas seulement lié aux médailles, au plateau télé ou à la reconnaissance publique. Il toucherait à quelque chose de plus intime. Et ce détail, nous y reviendrons à la fin de cette vidéo parce qu'il pourrait changer la manière dont certains regardent son histoire. Pour l'instant, retenons ceci. Le sport n'a pas réparé Théo Curin, car il n'était pas un objet cassé. Le sport lui a offert une scène, une direction, une preuve personnelle que son corps, même différent, pouvait encore porter un projet immense. Dans une société qui remarque souvent ce qui manque avant de voir ce qui existe, Théo impose une vérité dérangeante. On peut perdre une partie de soi sans perdre son droit à la puissance, à la fierté et au désir d'être pleinement vivant. Puis vient la question que beaucoup n'osent pas poser franchement, mais que le public semble suivre avec une curiosité fébrile. Comment Théo Curin vit-il l'amour, lui qui a grandi sous le regard d'un monde souvent plus prompt à voir son handicap que son cœur? Selon plusieurs commentaires de fans et certaines apparitions publiques, son lien avec Marie-Camille Fabas aurait marqué les esprits parce qu'il bousculait une idée profondément ancrée, celle selon laquelle une personne amputée, ou plus largement une personne handicapée, devrait forcément être regardée avec pitié avant d'être regardée avec désir. Dans cette histoire, il faut rester prudent. Il ne s'agit pas de transformer une relation privée en feuilleton, ni de prétendre connaître ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais leur proximité, lorsqu'elle a été évoquée ou observée, a alimenté deux courants d'opinion très différents. Le premier courant voit dans cette relation un symbole puissant, celui d'un amour capable de dépasser les réflexes superficiels, les regards gênés, les préjugés sur le corps et les questions déplacées. Pour ces personnes, Marie-Camille n'apparaît pas comme celle qui aime malgré le handicap, mais comme une femme qui aurait choisi un homme dans toute sa complexité, avec son humour, son ambition, ses blessures et sa lumière. Le second courant, plus sceptique ou plus indiscret, transforme parfois cette histoire en objet de spéculation. Certains se demandent si la relation est toujours la même, si elle a résisté à la pression médiatique, si l'image publique de Théo n'a pas fini par peser sur son intimité. Là encore, rien ne permet d'affirmer ces hypothèses comme des faits. Ce sont des suppositions du public et elles doivent rester à leur place, des interprétations, pas des vérités. Pourtant, ce débat révèle quelque chose de beaucoup plus grand que la vie privée de Théo. Il montre à quel point la société a encore du mal à imaginer le handicap dans le champ du romantisme, de la séduction, du couple et du projet familial. Comme si certaines personnes avaient le droit d'être admirées, encouragées, applaudies, mais pas toujours le droit d'être désirées ou choisies librement. Or, Théo, par sa simple présence, dérange cette frontière invisible. Il rappelle qu'un homme amputé des 4 membres n'est pas seulement un champion,
un survivant ou un exemple de courage. Il est aussi un homme qui peut aimer, être aimé, douter, espérer, rêver de tendresse et craindre la solitude comme n'importe qui. C'est peut-être cette normalité qui choque le plus. Non pas l'exploit, mais l'évidence. Une évidence que beaucoup auraient dû comprendre depuis longtemps. Et lorsque des rumeurs ont circulé autour de son désir possible de fonder une famille, voire d'avoir un enfant un jour, une partie du public a réagi avec émotion, tandis qu'une autre s'est montrée plus interrogative. Pourtant, d'après les formulations les plus prudentes rapportées autour de lui, il s'agirait davantage d'un souhait pour l'avenir que d'un plan immédiat ou d'une annonce concrète. Cette nuance est essentielle, car réduire son rêve à un titre sensationnaliste serait trahir son parcours. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir si ce projet se réalisera demain, mais de comprendre pourquoi il touche autant de monde. Parce qu'il affirme que le bonheur de Théo n'est pas une exception accordée par la compassion, mais un droit humain, aussi simple que celui de n'importe quel autre homme. Et pendant que certains scrutent sa vie sentimentale, une autre transformation se joue sous les yeux du public. Théo Curin quitte peu à peu l'image unique de l'athlète pour devenir une véritable personnalité médiatique. Cette évolution n'est pas anodine. Pendant longtemps, les personnes handicapées ont souvent été invitées sur les plateaux pour raconter leurs souffrances, comme si leur rôle se limitait à émouvoir, à inspirer, puis à disparaître lorsque l'émotion retombe. Théo, lui, a franchi une autre étape. Il n'est plus seulement celui dont on raconte l'histoire. Il devient celui qui peut tenir le micro, poser les questions, conduire une émission, guider le regard du public vers d'autres destins. Là encore, deux lectures coexistent. Pour certains, cette présence dans les médias serait la suite logique de son parcours. Après avoir brillé dans le sport, il utiliserait sa notoriété pour élargir son impact, défendre une représentation plus juste du handicap et prouver qu'il peut exister dans l'espace public autrement qu'à travers la douleur. Pour d'autres, plus critiques, la médiatisation comporte un risque, celui de transformer Théo en icône permanente du dépassement de soi, au point d'oublier l'être humain derrière l'image. Car être présenté comme un symbole peut devenir lourd. Quand le public attend constamment de vous une phrase forte, un sourire, une leçon de vie, où mettons les jours de fatigue? Où mettons les moments où l'on n'a pas envie d'être courageux? C'est précisément là que Théo paraît toucher les gens avec le plus de justesse. Il ne donne pas l'impression de vendre une perfection fabriquée. Il laisse apparaître une humanité crédible. Celle d'un homme capable d'être drôle, direct, sensible, parfois vulnérable, mais jamais enfermé dans une seule définition. Son rapport à son corps participe aussi à cette puissance. Il en parle avec une franchise qui désarme, comme pour retirer aux autres le pouvoir de faire de son apparence un tabou. Il ne nie pas ce qui manque, mais il refuse que le manque décide de tout. Cette attitude a une portée presque politique, même lorsqu'elle reste intime. Elle oblige le public à se demander pourquoi un corps différent devrait être caché, expliqué ou regardé comme une anomalie. En devenant animateur, intervenant, visage de télévision, Théo impose une présence qui normalise sans banaliser. Il ne demande pas au public d'oublier son handicap. Il lui demande, peut-être sans le dire, de voir plus loin. Et dans ce passage du bassin aux caméras, il y a une continuité profonde. L'eau lui avait offert un espace de mouvement, les médias lui offrent un espace de parole. Mais cette parole ne serait pas possible sans les fondations invisibles de sa vie. Ses parents, souvent évoqués comme des piliers de son parcours, ont accompagné les années les plus difficiles, celles où il fallait reconstruire les gestes, mais aussi la confiance. Derrière chaque apparition publique, il y a donc passé moins de l'amour, des soins, de la patience, des peurs, des renoncements, des apprentissages. C'est peut-être pour cela que son bonheur semble si précieux. Il ne tombe pas du ciel. Il a été construit contre la maladie, contre les regards, contre les limites imposées, mais aussi grâce à un entourage qui lui a rappelé qu'il n'était pas un drame ambulant. Il était un fils, un frère, un jeune homme, puis un adulte, capable de choisir sa place. Et cette place, Théo ne semble pas la demander timidement. Il l'occupe.
Ce que le parcours de Théo Curin révèle, au fond, dépasse largement son histoire personnelle. Il met le public face à un malaise que beaucoup préfèrent éviter, notre manière de regarder les corps différents. Car avant même d'écouter son rire, son intelligence, sa détermination ou ses rêves, une partie de la société voit d'abord ce qui manque, les bras absents. Les jambes absentes, la différence visible. Et c'est précisément cette hiérarchie du regard que Théo vient bouleverser. Selon certains observateurs, sa popularité ne vient pas seulement de son courage, mais de sa capacité à forcer les gens à revoir leurs propres réflexes. D'un côté, il y a ceux qui le perçoivent comme une figure lumineuse, presque rassurante, une preuve que la vie peut continuer après l'impensable. De l'autre, il y a une opinion plus critique, qui se demande si le public n'est pas parfois tenté de consommer son histoire comme un spectacle émotionnel. On pleure devant son passé, on admire son sourire, puis on oublie que derrière l'inspiration se cache un homme réel, avec des besoins, des limites et une intimité. Cette tension est importante, parce qu'elle montre que l'admiration peut parfois devenir une autre forme d'enfermement. Quand on répète à quelqu'un qu'il est incroyable, simplement parce qu'il existe, on risque de lui refuser le droit d'être ordinaire. Et Théo semble justement revendiquer cette part d'ordinaire. Il peut être sportif, animateur, personnalité publique, mais aussi quelqu'un qui a le droit d'être fatigué, de se tromper, de rire de lui-même, de ne pas toujours porter le poids d'un message. C'est là que son histoire touche une zone plus intime. Le bonheur dont on parle autour de lui n'est pas un trophée, ni une revanche parfaite sur la maladie. C'est la possibilité d'habiter sa vie sans demander pardon. La possibilité d'être regardé comme un homme avant d'être résumé à un accident médical. La possibilité d'aimer sans être présenté comme un miracle, de travailler sans être constamment applaudi pour sa seule présence, de rêver d'une famille sans que cela devienne immédiatement un débat public. Et pourtant, les débats existent. Dès qu'une personne handicapée parle d'amour, de couple ou d'enfant, certains commentaires deviennent étrangement intrusifs. On questionne la faisabilité, l'avenir, le regard des autres, comme si le désir de construire un foyer devait être validé par l'opinion collective. Mais une autre partie du public y voit au contraire une évidence bouleversante. Théo ne cherche pas à prouver qu'il mérite une vie normale. Il rappelle que personne ne devrait avoir à la mériter. Ce retournement est puissant. Pendant des années, on a présenté les personnes handicapées sous l'angle de la dépendance ou de l'héroïsme. Théo, lui, semble ouvrir une troisième voie, celle de la dignité simple. Il ne nie pas les obstacles, il ne transforme pas la douleur en décor, mais il refuse que son histoire soit confisquée par les regards extérieurs. Voilà pourquoi son sourire frappe autant, non pas parce qu'il efface tout, mais parce qu'il survit à tout. Ce sourire dit peut-être « Vous voyez ce que j'ai perdu, mais moi, je sais encore ce que je peux construire. » Et dans cette phrase silencieuse, beaucoup reconnaissent leurs propres blessures, même invisibles. C'est ici que l'histoire prend une tournure plus intime et aussi plus sensible, car autour de Théo Curin, les rumeurs et les discussions publiques ne se sont pas arrêtées à son parcours sportif ou médiatique. Depuis quelque temps, certains internautes affirment, ou plutôt supposent, qu'il aurait nourri le rêve de fonder une famille, voire d'avoir un enfant un jour. Il faut être très clair. À ce stade, rien ne permet de présenter cela comme une annonce officielle, ni comme un projet immédiat en cours. Les formulations les plus prudentes évoquent plutôt un désir possible pour l'avenir, une aspiration humaine, pas un calendrier confirmé. Pourtant, la simple existence de cette idée a suffi à déclencher deux réactions opposées. D'un côté, de nombreux admirateurs y voient la preuve la plus émouvante de son combat. Après avoir frôlé la mort enfant, après avoir perdu ses 4 membres, après avoir dû reconstruire son identité sous les yeux d'un monde parfois maladroit, Théo continuerait malgré tout à croire en l'amour, en la transmission, en la chaleur d'un foyer. Pour eux, ce n'est pas un détail people. C'est une victoire silencieuse sur tout ce qui aurait pu l'enfermer dans la peur. De l'autre côté, certains commentaires, plus sceptiques ou plus intrusifs,
se demandent comment une telle vie familiale pourrait s'organiser, comment le quotidien serait géré, comment le couple résisterait aux contraintes. Ces questions existent, mais elles doivent être traitées avec une immense prudence, car elles peuvent rapidement glisser vers un jugement injuste. Après tout, qui décide de la capacité d'un homme à aimer, à protéger, à transmettre? Le corps? L'opinion publique? Les réseaux sociaux? Ou la vérité intime d'une personne qui connaît mieux que quiconque ses propres limites et ses propres forces? C'est là que réside le véritable choc de cette histoire. Le bonheur de Théo n'est peut-être pas celui que le public imaginait. Il ne s'agit pas forcément d'un conte parfait, ni d'une vie sans difficulté, ni d'un scénario où tout serait déjà écrit. Le détail le plus bouleversant, celui que beaucoup attendaient comme une révélation, est peut-être beaucoup plus simple. Malgré tout ce qu'il a perdu, Théo n'a jamais perdu le droit de se projeter. Il peut envisager l'amour, il peut parler d'avenir, il peut souhaiter une famille, il peut être regardé non comme un symbole figé, mais comme un homme en mouvement. Et cette réalité, aussi évidente qu'elle devrait paraître, reste presque révolutionnaire dans le regard de certains.